raconter une histoire qui embarque les gens et qui embarque les gens dans leur tracas du quotidien. On voit une précarité grandissante, les gens qui vivent dans des passoires énergétiques. En fait, quand tu leur parles de la politique européenne, ils sont là, oui, en fait, moi j'ai des galères là, maintenant, tout de suite, devant moi, quoi. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, mais elles sont liées, tes galères, elles sont impactées par la politique européenne notamment. Merci Laurie d'être avec nous aujourd'hui. Mais avec plaisir, je suis ravie d'être là. Bah ouais, tu as l'habitude de toute façon d'être devant des caméras ou en tout cas derrière un micro parce que tu es la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Epicéa. Tout à fait. Tu es activiste pour la justice climatique, tout comme moi. Tu es consultante en changement climatique chez Climact, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et tu es plus récemment encore la fondatrice de Dubridge, tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure. Je pense que tu as encore d'autres casquettes. En vrai, on se connaît un peu, on s'est quand même vu quelques fois sur le terrain, mais j'avoue que je ne sais pas d'où est venu ton engagement. Et ici, chez Autrement et dans ces interviews, j'aime vraiment bien repartir un peu de la base, quoi, de qui est Laurie et comment ça se fait que tu fais toutes ces choses. Alors, j'aime bien de dire qu'il part de pas grand-chose, mais en fait, plus j'y pense et plus je me rends compte que je viens d'une famille pas du tout militante, mais une famille qui est super animée contre l'injustice, en fait. C'est quelque chose qui nous dérange et j'ai été élevée dans cette ambiance-là. Et puis, j'ai fait ma vie tranquille, quoi, sans trop me tracasser de tout ça. J'ai été à l'école, j'ai fait des études en ingénierie du coup, et en Master 2 j'ai été à Londres pour étudier du coup les énergies renouvelables. Donc j'ai été faire un master en énergie renouvelable pas loin de Londres, et là en fait j'ai rencontré plein de gens qui venaient de partout, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, et en fait ça m'a montrer que tout le monde n'avait pas le même prisme et ne voyait pas les mêmes choses que moi dans la vie, n'avait pas les mêmes cultures, la même langue, les mêmes idées, ne mangeait pas la même chose. Vraiment, ça m'a confrontée à une pluralité de personnes, de coutumes et de cultures. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, mais de manière complètement inconsciente, mais jour après jour, en fait, je voyais que j'apprenais des choses et j'aimais ça. Et en fait, à Londres, budget d'étudiant oblige, je mangeais des trucs un peu pas chers et voilà, je faisais mes courses pas chères, enfin le moins cher possible. En plus, Londres, c'est super cher. Et me voilà en train de manger du poulet pas cher et pas frais probablement, parce qu'ensuite j'ai été malade comme un chien avec ce poulet de chez Tesco, qui est une entreprise anglaise, l'équivalent de, je sais pas, un Lidl ou peu importe. Et du coup je mange ce poulet pas frais, je suis malade pendant plusieurs jours, et là je me dis fais chier, la viande ça coûte cher ici, en plus elle est pas bonne, elle me rend malade, en fait je vais arrêter d'en manger. Mais comme ça, sur un coup de tête, en me disant je préfère utiliser cet argent pour faire des trips le week-end, aller en montagne, découvrir l'Angleterre vu que je suis là qu'un an. Et donc je décide d'arrêter de manger de la viande. Mais vu que je suis hyper carrée comme personne, hyper ancrée dans les chiffres, c'est vraiment mon côté ingénieur, je me dis comment est-ce qu'on mange bien en fait en étant végétarienne, comment est-ce qu'on a suffisamment de protéines, parce que j'avais cette idée reçue qu'on était carencé en protéines si on mangeait pas de viande, ce qui est faux, statistiquement en tout cas. Et donc je me renseigne, j'avale des bouquins, j'avale de la littérature, etc. Puis du coup, je suis confrontée aussi à l'agriculture, son impact, j'apprends sur l'agriculture bio. Plus tu te rends compte des trucs, quoi. Exactement, et donc c'est vraiment comme je dis, c'est une pelote de laine qu'on détricote, et ensuite on peut jamais faire marche arrière. Et de là, en fait, c'est parti du coup du végétarisme, l'agriculture, et puis j'ai remis toute ma vie en question, quoi. En combien de temps, du coup Je dirais que tout ça, toute cette remise en question, ça a duré quand même plusieurs années. Mais quand je vivais en Angleterre, du coup, j'étais super portée sur le zéro déchet. J'étais super intéressée par la cosmétique naturelle. C'est vraiment, je mettais en place tous les petits gestes dans ma vie. Après, c'était aussi le début de la conscientisation, donc c'est les premiers trucs qui sont arrivés, j'imagine aussi. Complètement. J'ai pris ce train en marche, d'une vie plus éco-consciente, quoi. Et puis je suis rentrée en Belgique pour mon premier job après avoir eu mon diplôme. Et là, j'ai continué du coup cette remise en question avec les deux derniers morceaux, on va dire, qui étaient la mode éthique, parce que je suis une grande fan de textile et de mode. Et en fait, ça, je repoussais parce que j'avais bien conscience que ma consommation n'était carrément pas OK, surtout avec ces valeurs qui étaient de plus en plus prenantes.
et l'avion. Ça, c'était vraiment les deux trucs, pourtant qui ont un impact énorme, que je repoussais à fond. Et puis, il y a quelques années, il y a déjà longtemps, hein, j'avais 22 ans, 23 ans peut-être, j'ai arrêté de prendre l'avion et j'ai revu ma consommation de mode de A à Z. Donc voilà un peu comment c'est né. Et ensuite, parce que je suis super analytique, j'ai voulu voir un peu c'était quoi l'impact de tout ça. Est-ce que j'étais alignée aux accords de Paris en faisant tout ça? Non. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on n'allait pas sauver le monde avec le zéro déchet, en fait, et qu'il fallait que je trouve un autre angle. Et c'est de là qu'est venu l'angle plus collectif, du coup, le fait de rejoindre des campagnes. J'allais déjà en manif, j'ai fait les grandes manifs pour le climat, mais là, vraiment, j'en créais moi-même et j'étais beaucoup plus active, quoi. Et... Ouais, parce que tu as ton compte aussi Good Morning Glow sur Instagram où tu es vachement qui est né à ce moment-là, plus ou moins en 2020. Ouais. Et puis il y a eu aussi le buffet belge, tu étais une des à l'initiative de ça aussi, c'est ça? Ouais, complètement. Donc du coup, avec mes trois copines, Lucie, Adélaïde et Chloé, on s'est rapprochées pendant toutes ces actions, toutes ces mobilisations. Donc ça fait déjà quelques années, au moins bien 5 ans, je pense. Et on créait toutes des campagnes par-ci par-là, dans lesquelles on était toutes investies. Il y avait une campagne contre les énergies fossiles, une campagne contre l'exploitation minière des fonds marins. Moi, j'ai lancé une campagne contre la fast fashion, une campagne pour restaurer la nature. Enfin, vraiment, on avait plein de campagnes et on s'est dit on aimerait bien un vecteur, un canal qui centralise en fait tout ce qu'on fait pour alimenter nos campagnes, prévenir les gens quand il y a des actions digitales, quand il y a des mobilisations de terrain. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Buffet Belge, qui maintenant en fait est un canal qui regroupe de manière la plus exhaustive possible toutes les mobilisations, qu'elles soient digitales ou de terrain, qui touchent à la justice sociale et environnementale. Mais c'est génial d'avoir fait ça parce que je pense que depuis que je suis activiste, moi les deux questions qu'on me pose le plus souvent c'est comment tu as commencé et qu'est-ce que moi je peux faire. Rejoindre Buffet Belge. Ouais, voilà, rejoindre Buffet Belge, on mettra évidemment en description. Mais je trouve que c'est super compliqué de suivre l'agenda, par exemple même belge ou européen. Tu parlais de la loi de la restauration sur la nature, etc. Quand tu n'es pas directement activiste ou que tu suis pas directement des activistes sur Instagram, et encore, il faut que ces activistes partagent tout ça, c'est super compliqué de savoir à quelle manif il faut aller, quand il faut mettre pression sur quoi, et donc c'est génial, je trouve, ce buffet belge comme initiative, vu que ça permet justement de mettre les gens au courant, puis surtout de les empouvoirer, apparemment c'est ça le terme en français, pour pas faire du vrai franglais et dire empowerment ou je sais pas quoi, c'est ça, empouvoirer? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, mais je pense que c'est essentiel, redonner du pouvoir aux citoyens et citoyennes et leur montrer qu'on peut le faire ensemble et qu'il y a énormément de petites victoires qui ont déjà été gagnées comme ça. Je repense aussi à une campagne qu'on avait fait, je sais pas si tu te rappelles, sur Shein, sur les trams qu'il y avait à Bruxelles. Ouais, ça c'est quand j'ai lancé en effet la campagne contre la fast fashion. Quelques jours après le lancement, je vois un tram complètement floqué Shein. Et donc qui est une entreprise de fast fashion, d'ultra fast fashion en fait, c'est littéralement le diable. Et là je me dis ça c'est pas possible par contre, pas sur le service public quoi. Pas quelque chose qui touche autant de personnes, avec d'une certaine façon l'argent du contribuable, c'est pas possible de mettre en avant des marques pareilles. Et donc là on était tout un petit groupe et en effet tu étais dedans et on a fait circuler un visuel qui interpellait la STIB sur les réseaux sociaux et il n'a pas fallu 24 heures pour qu'ils retirent la pub. Ouais, donc comme quoi ça peut vraiment fonctionner. Tu fais plein de trucs, tu milites, enfin voilà, tu es sur 14 terrains différents. Il y a un truc dont on parle pas toujours hyper souvent, c'est pas hyper français, on parle pas hyper souvent. J'ai l'impression c'est plutôt le côté un peu santé mentale aussi des activistes. Et je me demandais un peu toi, comment tu gérais tout ça. Alors t'as des chouettes amis, je pense que t'as aussi des chiens que tu montres souvent sur tes réseaux sociaux qui probablement t'aident de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il y a des endroits, des gens avec qui tu arrives à te ressourcer et à te recharger, et qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça dans le milieu militant et puis au sens large des gens qui s'intéressent à ces causes, tu vois? Mais on parle beaucoup d'éco-anxiété, je pense que c'est une réalité, hein. Ça fait peur, je veux dire la montée du fascisme, le changement climatique, toutes ces choses-là qui sont liées en fait, font énormément peur, surtout quand
on est jeune, on a encore une grande partie de la vie devant nous et on se dit mais à quoi va ressembler ma vie? Donc évidemment c'est hyper légitime d'avoir peur. Ce que j'aime pas par contre c'est comment ça peut être paralysant en fait cette peur et comment en fait on nous a, notre génération, collé le mot éco-anxiété à la gueule et en fait un peu pour nous immobiliser et nous dire oh les pauvres petits choux ils vont pas bien. Certes il y en a qui vont pas bien et certes la santé mentale c'est hyper important et il faut absolument que ça devienne un vrai sujet à l'agenda médiatique, politique et qu'il y ait des vrais moyens derrière. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime bien véhiculer, c'est ce que dans les milieux militants on appelle l'éco-joie. Qui est en fait le contraire de l'éco-anxiété, le fait en fait de se mobiliser, de se mettre en mouvement. En tout cas moi ça me procure de la joie et je sais que je suis pas la seule pour qui c'est le cas. Et donc le fait aussi de se regrouper avec d'autres militants, donc des personnes avec qui on œuvre pour un objectif commun, pour une lutte commune, c'est très ressourçant, ça donne beaucoup de joie et j'aime bien parler de ça en fait, de dire bah voilà, nous les militants on n'est pas malheureux en fait, on est même pour la plupart très heureux. Oui on a de l'anxiété et si on le fait c'est aussi en réponse à notre anxiété, mais on utilise notre anxiété comme moteur parce qu'on le peut aussi, hein. J'aime bien dire aussi qu'être militant ça vient de toute une série de privilèges, notamment quand il est question de faire face à la police et ce genre de choses, et puis même d'avoir du temps et de l'énergie et de l'espace mental pour ça, mais en tout cas quand on le peut c'est un réel moyen de lutter contre l'éco-anxiété, cette éco-joie. En parlant de façon d'agir et de militer, c'est très juste ce que tu disais, je pense. Et tout à l'heure, on mentionnait The Bridge. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette initiative qui, finalement, si j'ai bien compris, fait justement le pont entre ces jeunes plus ou moins engagés et le milieu politique européen? The Bridge part un peu du constat que 80% des législations environnementales sont votées au niveau européen et pourtant le niveau européen c'est un des niveaux les plus opaques. C'est super loin du citoyen, contrairement à la politique locale, je veux dire les élus locaux, les échevins, on peut aller les voir, ils sont réels pour nous, on les croise dans la rue, au niveau régional et fédéral on les voit à la télé, on les entend à la radio, il y a moyen de les interpeller si on est un peu éduqué sur le sujet en tout cas, mais la politique européenne c'est loin quoi, c'est dans ces grands espaces que sont le Parlement européen, la Commission, le Conseil et en fait c'est jamais déjà on nous en parle peu à l'école, on est très peu éduqué sur ce sujet, sur le sujet de la politique de manière générale alors que tout est politique, mais alors la politique européenne c'est vraiment encore plus loin quoi. Personne ne nous en parle jamais, on a l'impression qu'on ne regarde pas ce que font ces gens alors qu'ils prennent des décisions ultra importantes en termes de droits humains, d'environnement, d'économie, vraiment des choses qui impactent notre quotidien et ils sont là dans leur coin tranquilles et personne ne regarde absolument ce qu'ils font, et nous en fait on a voulu donc avec Adélaïde, Chloé et Lucie avec qui on a cofondé du coup The Bridge qui est une ASBL donc qui fait comme tu dis le pont entre les politiques et les citoyens, on a voulu justement mettre un peu le projecteur sur la politique européenne, ce qu'elle impacte, comment elle impacte en fait les citoyens et les citoyennes et comment eux peuvent l'impacter en retour en fait, parce que c'est pas super logique que eux puissent faire leur petit truc dans leur coin qui impacte nos vies, qui impacte le coût de la vie, qui impacte l'énergie, qui impacte l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, et que nous par contre on n'ait absolument aucun impact sur ce qu'ils font. Et donc ça vient de ça en fait, c'est ça l'idée, c'est de décrypter ce qui se passe au niveau européen, de trouver les leviers et ensuite de permettre aux citoyens de les actionner en menant des campagnes qui réfèrent à une législation. On parlait de la loi de la restauration de la nature tout à l'heure, c'est un super exemple. Donc là en fait, toutes les quatre, on a mobilisé des activistes qui venaient de 5 à 6 pays européens. On a fait une grosse mobilisation de terrain devant le Parlement européen à Strasbourg, mais on a fait aussi énormément d'interpellations digitales, on a fait énormément de presse, on a vraiment fait un buzz médiatique autour du sujet et on a interpellé les eurodéputés bloquants pour que la loi finalement passe. Ça aurait pas été possible si justement il n'y avait pas eu ce pont, on ne l'avait pas créé en fait grâce aux ONG, à des eurodéputés qui sont progressistes et de dire en fait là il y a quelque chose d'important. Il faut activer un tel et un tel parce qu'ils sont clés pour que cette loi passe et ensuite si on réussit il sera question de restaurer la nature en Europe, ce dont elle a cruellement besoin. Tu peux expliquer juste en quelques mots peut-être l'histoire de la restauration de la nature, qu'est-ce que ça implique justement? Ouais, donc la loi sur la restauration de la nature, elle part du constat que 80% des écosystèmes européens sont dégradés et donc en fait au niveau européen on s'est dit qu'on allait restaurer une partie d'entre eux progressivement.
à commencer par 20%. Et donc il était question de faire voter cette loi pour qu'ensuite chacun des États membres au niveau européen fasse le taf pour restaurer sa partie en fait. Par contre, il y a eu une levée de bouclier du côté de la droite, en fait, du côté des conservateurs majoritairement, avec l'extrême droite et l'aide de quelques libéraux, pour bloquer cette loi parce que elle entraverait, ce qui est faux, mais elle entraverait le business model de l'agriculture, de l'agriculture intensive, qui en fait détruit ces écosystèmes. Donc évidemment, il n'y a pas de changement sans changement. Donc l'idée, en effet, ici, c'était de remettre le spotlight sur des pratiques agricoles qui soient vertueuses, parce que en fait aussi l'agriculture est la première touchée par le changement climatique. Les rendements agricoles sont énormément dégradés par le changement climatique, et qui en pâtit? Les petits agriculteurs qui font bien le job. Et donc en fait le but de cette loi, c'était finalement un peu de rééquilibrer en restaurant les écosystèmes, de redonner du pouvoir à ces agriculteurs qui font bien le job, et peut-être en effet de cadrer un peu plus ceux qui détruisent les écosystèmes. Donc il y a eu cette énorme levée de bouclier et du coup on a eu une énorme mobilisation au niveau des ONG, de la société civile et des citoyens pour contrer justement cette levée de bouclier et finalement faire en sorte que la loi soit votée. Donc c'était une victoire. C'était une victoire. Il n'y en a pas souvent, mais c'était une grosse victoire celle-là. Ouais. Il faut faire péter le champagne quand c'est le cas. Ouais. Bon, on l'a bien fêté à l'époque. Et là, pour l'instant, vous travaillez sur quoi d'autre comme campagne? Il me semble qu'il y a un peu tout le sujet des PFAS pour l'instant. Peut-être tu peux un peu nous en parler? Oui, alors en effet, on travaille sur le sujet des PFAS, donc qui sont les polluants éternels, donc qui sont émis par des industriels et qui en fait ont cette caractéristique d'être éternels comme le nom l'indique. Donc une fois qu'ils sont rejetés dans les écosystèmes, en fait, ils sont là pour une durée extrêmement longue. Il y en a partout. Il y en a dans les sols, il y en a dans l'eau, il y en a dans la nourriture qu'on mange, vu qu'il y en a dans les sols. Il y en a dans le corps. On est tous contaminés au PFAS. Et pourtant, les industriels aimeraient pouvoir, en tout cas une majorité des industriels, aimeraient pouvoir continuer d'en mettre sur le marché sans problème, en fait, sans contrainte. Ce qui, d'un point de vue purement sanitaire et santé publique, est un gros problème, mais aussi évidemment d'un point de vue environnement, vu que ça dégrade les écosystèmes, et comme je l'ai dit, d'un point de vue santé pour nous les humains. Je veux dire, on ingère constamment des PFAS. Oui, parce qu'en plus, si on fait le lien même avec le climat, le narratif autour de ça est quand même en train de changer aussi, parce qu'on se rend compte que parler de la planète, non seulement ça parle pas à grand monde, mais en plus de ça, il s'agit de nous au final. Alors c'est génial si on peut sauver toute une série d'espèces avec le même combat, mais finalement il s'agit surtout de nous sauver nous et de sauver les écosystèmes qui nous permettent de vivre. Ouais, qui nous permettent de vivre. Bien sûr. Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui sauvaient les arbres. Moi, je sauve les gens. Enfin, j'aimerais en tout cas qu'on sauve les gens. Mais les gens, ils dépendent de tous ces écosystèmes en fait. Les agriculteurs, pour faire pousser la nourriture que nous on mange, ont besoin d'écosystèmes fonctionnels. Ont besoin de ce qu'on appelle de services écosystémiques. Ont besoin des abeilles qui permettent la pollinisation. Donc toutes ces séries de choses auxquelles on donne très peu de valeur, en fait, permettent qu'on fonctionne, qu'on vive, tout simplement, qu'on mange. Et donc, quand on fait rentrer des polluants dans ce système-là, en fait, ils fonctionnent moins bien et tout le monde en pâtit. À part les industriels qui ont fait rentrer ces polluants dans le système et qui, à court terme, vont se faire beaucoup d'argent. Mais à très long terme, ça va coûter littéralement à tout le monde. Et donc, il y a une ambition européenne d'interdire les PFAS, parce qu'on en a besoin en fait. Notre santé, l'agriculture, absolument tout le monde a besoin. La fertilité, il y a également un impact sur la santé des enfants, même quand ils sont encore dans le ventre de la maman. Donc ça a vraiment un impact très très tôt sur la vie des êtres humains et un impact qui est négatif. Donc il y a une volonté, en tout cas pour la société civile, d'interdire les PFAS. Ça peut se faire qu'à un niveau européen. Donc en effet, on essaye d'activer ça au niveau européen. En fait, ça s'inscrit dans un package de régulation des produits chimiques. Et les dernières années, on a parlé beaucoup du Green Deal, qui est le pacte vert de l'Europe, qui est en fait l'ombrelle, la coquille dans laquelle il y a toutes les réglementations en termes d'environnement de manière générale. Le Green Deal, c'était quand on était un peu dans la hype verte, suite à la mobilisation énorme des jeunes et aussi à un Parlement et une Commission européenne qui étaient plus progressistes.
Suite aux dernières élections, on n'est plus dans cette configuration-là. Et entre-temps, la Commission a sorti un nouveau pacte qui s'appelle le Clean Industrial Deal, donc le pacte pour une industrie propre. Déjà, on voit un glissement sémantique absolument énorme. C'est qu'avant, on parlait du pacte vert et maintenant, on parle du pacte pour une industrie propre. C'est déjà moins sexy, mais c'est surtout très révélateur que le cap va vraiment être sur la compétitivité économique des industries. C'est absolument pas sexy, hein, ce dont je parle là, mais pourtant, en fait, c'est hyper important pour nous toutes et tous, hein, parce que ça va régir absolument tout dans notre vie, les produits qu'on consomme, comment ils sont fabriqués, qui les fabrique, à partir de quels matériaux, l'énergie qui est utilisée pour les fabriquer, l'énergie qu'on consomme, vraiment à peu près tous les pendants de nos vies vont être impactés par ce pacte. Mais vu que c'est un sujet européen, c'est pas sexy, on n'en parle pas. Et c'est ce que nous on essaye de faire au sein de The Bridge en fait, c'est de digérer ça, de créer un narratif et aussi, et là je pense que tu vas aimer ce que je raconte, de créer un narratif qui soit un peu sexy, qui soit empouvoirant, qui soit en fait un nouveau récit. On veut créer un récit autour du Clean Industrial Deal et raconter une histoire, expliquer aux gens que ça touche littéralement leur quotidien, à peu près tous leurs faits et gestes, comment ils se logent, comment ils s'habillent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils respirent, tout va être régi par ce pacte et du coup c'est pour ça qu'on veut rendre le pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent l'influer dans leur sens. C'est génial, tu réponds déjà aux 14 questions suivantes. Non, c'est parfait, mais je voulais justement... Enfin, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, mais c'est génial ce que vous faites. Et comme tu dis, rendre cette approche avec un différent narratif, parler aux gens avec des choses qui les concernent, qui nous concernent, enfin, je veux dire des choses qu'on utilise tous les jours. Ce matin, on avait une interview de PQ éco-responsable où elle dit c'est bon pour tes fesses et la planète. Enfin, tu vois, mais c'est vrai aussi pour tes fesses parce que c'est rempli de PFAS, soi-disant aussi le PQ, alors on en a partout, quoi. Il y a PFAS dans tout, ouais. Donc selon toi, finalement, vous le faites avec The Bridge, mais dans l'absolu, tu penses aussi que tout ce combat, même finalement le combat militant, où les militants doivent s'approprier un peu plus ces thématiques du récit, des histoires, de désirabilité. Tu penses que c'est important ? Je ne sais pas si j'ai la vérité révélée, mais en tout cas, c'est ce que nous, on essaye de faire, de raconter une histoire qui embarque les gens et qui embarque les gens dans leur tracas du quotidien. On voit une précarité grandissante, les gens qui vivent dans des passoires énergétiques. En fait, quand tu leur parles de la politique européenne, ils sont là, oui, en fait, moi, j'ai des galères là, maintenant, tout de suite, devant moi, quoi. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, mais elles sont liées, tes galères. Elles sont impactées par la politique européenne notamment. Et tu peux agir dessus. Et nous, on va te donner les moyens en quelques clics pour des mobilisations digitales et en quelques heures de ton temps pour des mobilisations de terrain. Tu peux agir dessus avec des mots qui sont les tiens. En fait, moi, je pense que ça marche pas d'aller voir les gens et de leur donner des grands concepts d'intellectuels super technocrates et leur dire la taxonomie, c'est vraiment la législation de la taxonomie est vraiment complexe. Les gens s'en foutent en fait. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui va impacter ma vie maintenant, comment je vais vivre mieux, comment mes gosses ils vont avoir un futur. Voilà. Nous, c'est ça l'histoire qu'on essaie de raconter. Et comment on fait ça ? On trouve ça sur votre site du coup ? Ou comment est-ce qu'on trouve ça ? On trouve ça sur nos réseaux essentiellement, okay. Donc nos réseaux Instagram à toutes les 4 et aussi LinkedIn. On a aussi un site en effet où on raconte, on définit nos campagnes, on raconte un peu ce qu'on fait. Et oui, on est souvent aussi dans la presse ou dans des médias alternatifs comme le tien. Voilà. Moi aussi j'ai un podcast, mais tu l'as présenté juste avant, où je raconte tout ça en effet, et où on essaye de raconter des nouvelles histoires pour embarquer un max de personnes. Ouais. Trop bien, mais on mettra évidemment tout ça en description. Moi, j'ai une petite dernière question pour toi avant la toute dernière de cet entretien. Est-ce que tu as un message, quelque chose que toi, tu aimerais faire passer aux auditeuristes qui vont nous écouter ou nous voir aujourd'hui, quelque chose que, je sais pas, qui te parle pour l'instant ou qui te parle depuis le début de cette discussion ? Tout est politique. Je crois que je viens de l'expliquer pas mal, mais j'aime bien vraiment taper sur le clou. C'est que tout est politique, vraiment. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange, le nombre de places en crèche, l'accessibilité des transports en commun, la facture énergétique à la fin du mois, le job qu'on peut avoir, la formation dont on dispose pour avoir un job qui est, j'espère, aligné avec nos valeurs et en même temps qui va dans le bon sens d'un point de vue environnemental. Tout ça, vraiment, c'est politique. Ça découle de décisions politiques et il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais si tu t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. Drop the mic, quoi. Génial, merci Laurie. Allez, toute dernière question pour toi. Tu le sais peut-être.
Ici, on aime bien poser la question de savoir qu'est-ce que tu as envie de voir dans ce siège. Alors, à l'époque, je spoil le truc, j'avais eu Adélaïde dans mon grenier, qui était mon tout premier studio, puis maintenant le studio a un petit peu évolué, donc Adélaïde est déjà venue techniquement, elle pourrait évidemment revenir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu aimerais voir, une ou deux personnes? Tu peux nous conseiller et on va faire notre possible pour l'inviter dans le futur sur ce média. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir sur ce siège? Ouais, il y a plein de gens sûrement. Évidemment, dans toutes mes copines, je suis sûre qu'elles auraient des choses à raconter. Mais là, je vais peut-être un peu sortir du milieu militant un peu percé où on se connaît tous. Mais j'aimerais bien voir dans ce siège Mélanie Akari, qui est une humoriste belge qui parle de tout ce dont on vient de parler, mais avec un humour absolument incroyable et décalé, et qui en fait embarque les gens comme ça, avec l'humour. Et elle, les histoires qu'elle raconte, d'une part, elles sont drôles, et d'autre part, elles font vraiment réfléchir. Donc je pense que ce serait une super candidate. Eh ben, je serais vraiment ravi, comme ça on fera je sais plus comment tu l'as appelé, de l'éco-joie tout à l'heure. On fera de l'éco-joie. On fera de l'éco-joie. Il faut beaucoup plus rire, je pense, aussi dans les milieux militants et au sens large de ces thématiques et les aborder avec joie, avec humour, avec légèreté. Ouais. Avec légèreté, tu as tout à fait raison. Mais merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les auditeurs et les auditrices qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo autour de vous et surtout à nous soutenir parce que vous ne le voyez pas derrière les caméras. Laurie, toi tu l'as vu, il y a une équipe en fait de personnes qui bossent derrière ce projet, tout comme toi, je suis sûr. On arrive beaucoup plus loin et à faire beaucoup plus ensemble. Donc merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir regardé ça jusqu'au bout et merci surtout à toi, Laurie, d'être venue jusqu'ici. Avec plaisir. À plus. À bientôt.